Et nous sommes partis. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est correct? Merveilleux. Et bien, dans ce cas, sans plus attendre, si, déjà, avant toute chose, merci pour votre présence. Merci aux gens qui ont commencé à nous découvrir sur YouTube, puisque les épisodes 3, 4 et 5 sont en ligne. Ça commence à faire des vues, c'est plutôt la fame, on n'est pas trop mal. Non, en vrai, il y a moyen que ça ramène de nouvelles personnes sur le stream et j'espère surtout sur le Discord. Donc, je me permets de faire un rappel sur la manière dont sont organisées les séances. D'abord, je fais un petit rappel de ce qui a été dit aux séances précédentes. Ensuite, je lis le texte de la séance du jour. Et enfin, nous échangeons sur le vocal du serveur Discord et j'insiste sur le fait que tout le monde est le bienvenu. Voilà, la seule condition pour participer aux échanges dans le salon vocal, c'est d'être un peu honnête et de bonne volonté et de lire le texte avec nous, voilà, et de s'y intéresser. Cela étant dit, j'espère que c'est suffisamment clair. Le lien du Discord est disponible depuis la bio de la chaîne Twitch. Il est aussi accessible depuis Instagram, depuis à peu près partout. Voilà, si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et c'est parti. La séance du jour qui sera consacrée au caractère fétiche de la marchandise et à son secret. Mais avant toute chose, un petit rappel de nos échanges précédents. Nous avons terminé en l'espace de 2 séances l'analyse de la forme de la valeur. Nous avons bien distingué le concept de forme de celui de substance, qui était l'objet du passage précédent du livre. Et nous avons commencé par analyser la forme-valeur simple, dans laquelle une marchandise est mise en rapport avec une autre forme-valeur qui est caractérisée par une polarité que nous avions eu, qui peut rester un petit peu énigmatique au premier abord, mais qui devient tout à fait clair lorsque le propos se développe. Forme polaire donc, dans laquelle nous avons un côté actif et un côté passif, un côté de valeur relative et un côté forme de valeur équivalente. La forme relative, donc ici notre lingot de fer en rouge, emploie sa valeur d'usage à n'exprimer rien d'autre que sa propre valeur d'usage. Voilà. En revanche, il force le corps de la marchandise qui lui sert d'équivalent, donc sa valeur d'usage à cet équivalent, à refléter sa quantité de valeur à lui. C'est ce que j'ai essayé de marquer. Valeur d'usage de A, marchandise A, est égale à valeur d'usage. Tandis que la valeur d'usage de B, l'équivalent, est égale à la valeur d'échange de A. Et donc, petite citation issue directement du texte, A dont la valeur doit être exprimée ne se pose immédiatement que comme valeur d'usage, tandis que B, au contraire, dans laquelle la valeur est exprimée, ne se pose immédiatement que comme valeur d'échange. Et on justifie cet immédiatement par le fait que c'est une relation simple. Voilà, les deux termes sont mis en rapport sans qu'il n'y ait rien entre les deux, si ce n'est l'échange lui-même. Nous sommes ensuite passés à la forme-valeur dite totale ou développée, qui est une extension de la première, où nous avons toujours un pôle relatif, mais qui cette fois exprime sa valeur d'échange dans toute une série, a priori infinie au fait, d'autres marchandises. Donc ici, le lingot de fer est égal à une miche de pain, mais il est aussi égal à une épée, il est aussi égal à un cochon, etc. etc. Ou à X, Y, Z quantité de miches de pain, épée et cochon. Propos que je souligne à propos de la forme valeur totale, ce qu'elle révèle, c'est il devient évident que ce n'est pas l'échange qui règle la quantité de valeur d'une marchandise, mais au contraire, la quantité de valeur de la marchandise qui règle ses rapports d'échange.
Personnellement, c'est une question qui m'avait traversé l'esprit dès le tout début du passage sur la valeur d'échange, marchandises, valeur d'usage, etc. Enfin, vraiment, le tout premier morceau du Capital, où il y avait une affirmation de Marx qui était cependant, la valeur d'échange de la marchandise reste constante. Et pris comme ça dans le texte, bah, ça avait l'air assez gratuit en fait, parce que dans le même temps, il nous disait que la valeur d'échange peut varier selon le lieu, l'époque, etc. Mais, du coup, ça paraît un peu bizarre de dire oui, mais la valeur d'échange est quand même une substance qui reste égale à elle-même, toute chose étant égale par ailleurs, si je puis dire. Et en fait, ce qui montre que cette phrase-là n'était pas arbitraire du tout, bah, c'est évidemment notre expérience à nous hein, sur le marché. Et cette expérience qui est exprimée dans la valeur totale. C'est-à-dire que, je sais pas moi, ce briquet qui vaut, dit-on, 1 euro, on va constater sur le marché qu'il vaut autant que une baguette de pain à 1 euro, mais qu'il vaut aussi autant que je sais pas moi, n'importe quoi d'autre qui vaut 1 euro en fait. Même si là, bon, il y a déjà la médiation de l'argent. Mais ça nous montre bien que c'est pas un échange accidentel qui va faire que ce truc-là vaut 1 euro. Il vaut 1 euro, quoi qu'il arrive. Elles restent équivalentes entre elles selon la forme historique de la production. Qu'est-ce qui reste équivalente entre elles selon la forme historique de la production? Les marchandises, tu veux dire? Bah, toutes les, toutes les marchandises de la forme valeur totale? Parce que c'est bien de ça qu'il est question. Les valeurs, oui. Oui, effectivement, elles restent équivalentes entre elles. Alors, on y reviendra du coup, mais oui, enfin là, on est bien dans la question de l'équivalence qu'on est en train de développer. Je suppose que ton commentaire visait à compléter ou à corriger ce que je disais, mais je vois pas exactement à quoi il se rapporte. On y reviendra. Garde ton idée de côté, le mort 1867. Si tu as une précision précise à apporter, je prends. Nous disions donc forme valeur totale, et là, boum, renversement, forme valeur générale, dans laquelle nous avions d'abord d'un côté tous les équivalents qui étaient pris comme équivalents particuliers. Ils se retournent, et cette fois-ci, c'est le pôle relatif, forme valeur relative, qui devient l'équivalent général, l'expression sociale du monde des marchandises. Et c'est à travers ça, cette idée d'équivalent général, qu'en fait, on arrive tout simplement à la monnaie. J'ai repris 2 petites citations du texte qui, à mon sens, fournissent matière à réflexion. Dans le monde des marchandises, le caractère humain ou général du travail forme son caractère social spécifique. Celle-là, il faut bien l'avoir en tête. Je ne dirai pas pourquoi. Je pense que ça se comprendra bien dans la suite du développement. Et dans un second temps, la forme équivalente se développe simultanément et graduellement avec la forme relative, mais, et c'est là ce qu'il faut bien remarquer, le développement de la première n'est que le résultat et l'expression du développement de la seconde. C'est de celle-ci que part l'initiative. Donc Marx insiste vraiment sur le fait que non seulement il faut comprendre ce qu'il écrit comme un développement logique, mais il faut comprendre cette logique comme la clé de lecture en fait du monde des marchandises. Voilà, c'est pas juste un exercice intellectuel pour s'amuser. Il nous dit voilà, le fonctionnement du marché, le fonctionnement de la production capitaliste, il s'explique vraiment à partir de cette forme embryonnaire qu'est la forme valeur simple, qui se développe en forme valeur totale, en forme valeur générale. Et Marx nous dit, voilà, il suffit de substituer à cette marchandise aléatoire, qui est ici le lingot de fer, une autre marchandise, à tout hasard l'or, pour obtenir la monnaie, et nous y sommes. Est-ce que c'est suffisamment clair? Est-ce que ça vous va comme résumé? Tant mieux.
On avait soulevé, Anne Inédite avait soulevé une question de sémantique, et on se demandait si c'était une simple question de sémantique ou pas. À savoir, pourquoi est-ce que Marx parle ici de valeur et là de valeur d'échange? Est-ce que les deux termes sont complètement interchangeables, ce qui serait tout à fait à propos? Je vous ai ressorti pareil 2 citations du texte qui, je crois, permettent de clarifier le truc. D'abord, la forme simple de la valeur d'une marchandise est contenue dans son rapport valeur ou d'échange avec un seul autre genre de marchandise, quel qu'il soit. En d'autres termes, la valeur d'une marchandise est exprimée par cela seul qu'elle se pose comme valeur d'échange. Deuxième citation. Si donc au début de ce chapitre, pour suivre la manière de parler ordinaire, nous avons dit la marchandise est valeur d'usage et valeur d'échange, prise à la lettre, c'était faux. La marchandise est valeur d'usage ou objet d'utilité et valeur. Elle se présente pour ce qu'elle est, chose double, dès que sa valeur possède une forme phénoménale propre, distincte de sa forme naturelle, celle de valeur d'échange. Et elle ne possède jamais cette forme si on la considère isolément. Pour moi, ce qui ressort de ces 2 citations, c'est que l'expression valeur d'échange, Marx va plutôt l'utiliser quand il parle de la valeur en tant qu'elle est exprimée dans un rapport d'échange, c'est-à-dire en tant que forme, et valeur tout court pour parler de la substance. Et c'est ce qu'on avait dit à la dernière séance, et je crois que ces 2 citations étayent cette modeste thèse. Je ne sais pas ce que vous en pensez, toujours la même rengaine, hein. Si vous avez des remarques, vous les gardez, et valeur d'usage égale qualitative. Oui, ça, valeur d'usage égale qualitative, indéniablement. Simplement, nous, c'était entre valeur tout court et valeur d'échange. Parce qu'à pas mal de moments du texte, Marx, pour parler de ce qu'on soupçonne être la valeur d'échange, du coup, qui peut pas être autre chose, de toute façon, il dit juste valeur. Voilà, mais pour moi, c'est oui, c'est une question de sémantique selon le contexte dans lequel Marx s'exprime. Alors, avant d'attaquer le texte de la séance, à la fin de ce chapitre, il y a aussi une autre piste de pourquoi. Et c'est très intéressant. Pareil, si tu as cette piste, à la limite, ce que tu peux faire idéalement, c'est envoyer le texte sur le Discord, ou sinon, on en discutera de vive voix dans le channel vocal. Avant d'attaquer le texte du jour, je disais, je vous propose de faire un petit schéma récapitulatif tiré des travaux de David Harvey pour montrer où on se situe dans la logique du capital et essayer de mieux comprendre vraiment comment fonctionne cette logique que je n'hésiterai pas une seconde à qualifier de dialectique. Voilà. Si vous ne savez pas à quoi renvoie le terme dialectique, je vous ai mis une petite image de ce cher Hegel, parce que c'est bien de lui qu'il est question. Et je vous invite à... Je vous invite à quoi d'ailleurs? C'est une bonne question. Je vous invite à lire des trucs sur la dialectique. Je vous invite à lire La Grande Logique de Hegel, que je n'ai pas lu. Je vous invite à lire plein de trucs que je n'ai pas lus. On pourra parler de petites sources de découverte de la dialectique. Je crois que le mort 1867 est plutôt calé là-dessus. En tout cas, il pourra sans doute nous recommander des trucs. Et le schéma, le voici. La dialectique, c'est un mouvement à 3 temps. Un petit résumé de la dialectique. Alors, la dialectique, si on la considère comme méthode de pensée, c'est une pensée du mouvement et du mouvement de l'unité qui est mu par ses propres contradictions internes. Voilà. Une chose, si elle existe, elle est en mouvement. Et si elle est en mouvement, c'est parce qu'elle a des contradictions internes. Et c'est le développement de ces contradictions qui fait le développement de la chose. Voilà, c'est
extrêmement grossier, mais on va dire que ça suffit. Alors, thèse, antithèse, synthèse, par exemple. Voilà. Il me semble que Hegel détestait qu'on parle de thèse, antithèse, synthèse pour résumer sa logique, mais en vrai, c'est une bonne manière de le présenter, je trouve. Donc, donc, pour illustrer le caractère dialectique du travail de Marx, enfin qui s'illustre très bien par lui-même, mais simplement pour l'expliciter un peu. Dans l'analyse de la marchandise, nous avons commencé par noter que la valeur de la marchandise est à double face. Elle est d'abord valeur d'usage. Pour nous, c'est un peu ce qui nous saute aux yeux. Hein. Ce briquet a la valeur d'usage de faire du feu, il fonctionne. Mais elle est aussi valeur d'échange. Et à ce stade-là, au tout début du développement, la valeur d'échange n'est qu'une nécessité logique. S'il y a échange, c'est qu'on échange. Vu qu'on échange que des équivalents, il faut bien qu'il y ait un rapport sous lequel deux marchandises peuvent être considérées comme équivalentes, et ce rapport, on va le nommer valeur d'échange. Et il y a une tension entre valeur d'usage et valeur d'échange, parce que la valeur d'échange ne peut exister que quand on fait abstraction de tous les caractères physiques, sensibles de la marchandise qui font sa valeur d'usage. Ça, maintenant, vous êtes un peu familier avec l'idée. Mais ce qui veut bien dire qu'il y a contradiction. Voilà. En apparence, c'est un peu difficile de faire coexister les deux. L'idée, ça va être comment est-ce qu'on réconcilie ces deux notions-là. Ces deux notions-là, elles sont réconciliées dans l'unité contradictoire de la marchandise par l'idée de travail socialement nécessaire. Puisque le travail socialement nécessaire, il est socialement nécessaire à quoi ? À la production d'une valeur d'usage. Voilà. Mais c'est par cette idée-là de travail socialement nécessaire qu'on accède à la substance de la valeur d'échange. Donc on a une première négation, et ensuite on a une négation de la négation. Ce qui ne veut pas dire que la valeur d'échange est supprimée. Ça veut dire que son caractère proprement destructeur de la valeur d'usage, son caractère qui l'empêchait de cohabiter avec la valeur d'usage, se fait intégrer dans un tout. Voilà. Second mouvement, travail concret, travail abstrait. Qui est un approfondissement, en fait, de cette idée de substance de la valeur. Même chose, on a une abstraction qui est nécessaire. Là, c'était relativement transparent à la lecture, hein, puisque il y a bien un travail qui produit des valeurs d'usage, mais il y a bien aussi un travail qui produit des valeurs d'échange. C'est le même travail. Mais encore une fois, ce travail est double. Et encore une fois, il y a une facette du travail qui suppose de nier toutes les déterminations concrètes de l'autre facette du travail. Et comme toutes ces contradictions ne se résolvent que dans le concret, maintenant qu'on a attaqué, qu'on a plutôt pas mal élucidé la question de la substance de la valeur, et de sa grandeur aussi au passage, on passe à la forme de la valeur, c'est-à-dire à la manière dont elle apparaît concrètement. Pimpapoum. Et troisième mouvement, forme de la valeur, pareil, qui se dédouble en forme relative et forme d'équivalent, et qui trouve sa solution contradictoire dans la forme monnaie. Et c'est tout un ensemble des contradictions qui se retrouvent résumées dans la forme monnaie et qui ont des conséquences que nous allons commencer à explorer un peu plus en profondeur avec le diapo qui vient après. Mais déjà, petite citation, les marchandises expriment maintenant leur valeur, premièrement d'une manière simple parce qu'elles l'expriment dans une seule espèce de marchandise, deuxièmement avec ensemble parce qu'elles l'expriment dans la même espèce de marchandise. Leur forme valeur est simple et commune, conséquemment générale. Voilà. L'unité de la forme équivalent général, enfin de la forme monnaie qu'on va traiter comme une seule et même chose à ce niveau-là, c'est l'unité de forme et d'expression. Pareil, phrase qui, pour moi,
supposerait de méditer vachement plus. Et je vous mets le petit schéma complet que David Harvey a fait pour son cycle de conférences sur le capital. Nous en sommes à l'extrême droite, si je puis m'exprimer ainsi, de la première rangée de contradictions qu'il nous montre. Et si on prend les 3 lignes, eh ben on a, selon lui, tout le développement du premier livre du Capital. Voilà. Donc, merci David pour ton boulot, ça m'aide beaucoup personnellement à me repérer dans le machin. Et boum, chapitre 1, 4e partie, le caractère fétiche de la marchandise et son secret. Et ça boit un coup de flotte. Tu signales. D'accord. Signale donc. Ok. Allez, 1, 2, 3, c'est parti. Une marchandise paraît au premier coup d'œil quelque chose de trivial et qui se comprend de soi-même. Notre analyse a montré au contraire que c'est une chose très complexe, pleine de subtilités métaphysiques et d'arguties théologiques. En tant que valeur d'usage, il n'y a en elle rien de mystérieux, soit qu'elle satisfasse les besoins de l'homme par ses propriétés, soit que ces propriétés soient produites par le travail humain. Il est évident que l'activité de l'homme transforme les matières fournies par la nature de façon à les rendre utiles. La forme du bois, par exemple, est inchangée si l'on en fait une table. Néanmoins, la table reste bois, une chose ordinaire et qui tombe sous l'essence. Mais dès qu'elle se présente comme marchandise, c'est une toute autre affaire. À la fois saisissable et insaisissable, il ne lui suffit pas de poser ses pieds sur le sol. Elle se dresse, pour ainsi dire, sur sa tête de bois, en face des autres marchandises, et se livre à des caprices plus bizarres que si elle se mettait à danser. Le caractère mystique de la marchandise ne provient donc pas de sa valeur d'usage. Il ne provient pas davantage des caractères qui déterminent la valeur. D'abord, en effet, si variés que puissent être les travaux utiles ou les activités productives, c'est une vérité physiologique qu'ils sont avant tout des fonctions de l'organisme humain, et que toute fonction pareille, quel que soit son contenu et sa forme, est essentiellement une dépense du cerveau, des nerfs, des muscles, des organes, des sens, etc. de l'homme. En second lieu, pour ce qui sert à déterminer la quantité de la valeur, c'est-à-dire la durée de cette dépense ou la quantité de travail, on ne saurait nier que cette quantité de travail se distingue visiblement de sa qualité. Dans tous les états sociaux, le temps qu'il faut pour produire les moyens de consommation a dû intéresser l'homme, quoique inégalement suivant les divers degrés de la civilisation. Enfin, dès que les hommes travaillent d'une manière quelconque les uns pour les autres, leur travail acquiert aussi une forme sociale. D'où provient donc le caractère énigmatique du produit du travail dès qu'il revêt la forme d'une marchandise. Évidemment, de cette forme elle-même. Le caractère d'égalité des travaux humains acquiert la forme de valeur des produits du travail. La mesure des travaux individuels par leur durée acquiert la forme de la grandeur de valeur des produits du travail. Enfin, les rapports des producteurs, dans lesquels s'affirment les caractères sociaux de leurs travaux, acquièrent la forme d'un rapport social des produits du travail. Voilà pourquoi ces produits se convertissent en marchandises, c'est-à-dire en choses qui tombent et ne tombent pas sous l'essence, ou choses sociales. C'est ainsi que l'impression lumineuse d'un objet sur le nerf optique ne se présente pas comme une excitation subjective du nerf lui-même, mais comme la forme sensible de quelque chose qui existe en dehors de l'œil. Il faut ajouter que dans l'acte de la vision, la lumière est réellement projetée d'un objet extérieur sur un autre objet, l'œil. C'est un rapport physique entre des choses physiques. Mais la forme-valeur et le rapport de valeur des produits du travail n'ont absolument rien à faire avec leur nature physique. C'est seulement un rapport social déterminé des hommes entre eux qui revêt ici pour eux la forme fantastique d'un rapport des choses entre elles. Pour trouver une analogie à ce phénomène, il faut la chercher dans la région nuageuse du monde religieux. Là,
les produits du cerveau humain ont l'aspect d'êtres indépendants, doués de corps particuliers, en communication avec les hommes et entre eux. Il en est de même des produits de la main de l'homme dans le monde marchand. C'est ce qu'on peut nommer le fétichisme attaché aux produits du travail, dès qu'ils se présentent comme des marchandises. Fétichisme inséparable de ce mode de production. En général, des objets d'utilité ne deviennent des marchandises que parce qu'ils sont les produits de travaux privés exécutés indépendamment les uns des autres. L'ensemble de ces travaux privés forme le travail social. Comme les producteurs n'entrent socialement en contact que par l'échange de leurs produits, ce n'est que dans les limites de cet échange que s'affirment d'abord les caractères sociaux de leurs travaux privés. Ou bien les travaux privés ne se manifestent en réalité comme division du travail social que par les rapports que l'échange établit entre les produits du travail et indirectement entre les producteurs. Il en résulte que pour ces derniers, les rapports de leurs travaux privés apparaissent ce qu'ils sont, c'est-à-dire non des rapports sociaux immédiats des personnes dans leurs travaux mêmes, mais bien plutôt des rapports sociaux entre les choses. C'est seulement dans leur échange que les produits du travail acquièrent comme valeur une existence sociale identique et uniforme, distincte de leur existence matérielle et multiforme comme objet d'utilité. Cette scission du produit du travail en objet utile et en objet de valeur s'élargit dans la pratique dès que l'échange a acquis assez d'étendue et d'importance pour que des objets utiles soient produits en vue de l'échange, de sorte que le caractère de valeur de ces objets est déjà pris en considération dans leur production même. À partir de ce moment, les travaux privés des producteurs acquièrent en fait un double caractère social. D'un côté, ils doivent être travail utile, satisfaire des besoins sociaux, et s'affirmer ainsi comme partie intégrante du travail général, d'un système de division sociale du travail qui se forme spontanément. De l'autre côté, ils ne satisfont les besoins divers des producteurs eux-mêmes que parce que chaque espèce de travail privé utile est échangeable avec toutes les autres espèces de travail privé utile, c'est-à-dire est réputée leur égale. L'égalité de travaux qui diffèrent complètement les uns des autres ne peut consister que dans une abstraction de leur inégalité réelle, que dans la réduction à leur caractère commun de dépenses de force humaine, de travail commun en général. Et c'est l'échange seul qui opère cette réduction en mettant en présence les uns des autres, sur un pied d'égalité, les produits des travaux les plus divers. Le double caractère social des travaux privés ne se réfléchit dans le cerveau des producteurs que sous la forme que leur imprime le commerce pratique, l'échange des produits. Que nous dit Marx ? Grande question. Il nous dit que le travail a un double caractère social. D'abord, que le travail concret est producteur d'objets d'utilité qui seront utiles dans l'ensemble du procès de production et de consommation du reste de la société. D'autre part, comme travail abstrait. Pareil, une notion qu'on a bien évoquée déjà, et c'est ce caractère de travail abstrait qui fait que leurs produits sont immédiatement échangeables. Pour voir si vous avez un petit peu saisi toute l'idée de logique dialectique, développement contradictoire, est-ce que vous pouvez essayer de m'expliquer en quoi ces deux formes sociales sont ou ne sont pas contradictoires ? Je vous laisse quelques minutes pour taper votre réponse dans le chat. Et moi, je bois encore de la flotte. Buvez de l'eau, c'est important.
Est-ce que nous avons une réponse? Est-ce que quelqu'un est capable de nous expliquer si, et si oui, pourquoi il y a une contradiction entre les deux caractères sociaux du travail humain? C'est contradictoire parce que d'un côté on a Minecraft et de l'autre on a une mascotte chelou. C'est une explication. Quand on lit les notes de bas de page, on pourrait penser que c'est ça, mais en fait pas du tout. Donc non. Et merci néanmoins pour cette contribution éclairante. Merci de ne pas avoir laissé un gros blanc surtout, parce que ça aurait été très gênant pour moi. De ce que je comprends, il y a une contradiction dans le travail, qui est une contradiction sociale, parce que c'est toujours le même problème de... Enfin déjà, c'est le même problème de l'abstraction. Et des travaux qui sont complètement égaux en tant que travail humain abstrait, on ne peut pas les échanger entre eux. C'est-à-dire, on n'échange pas une heure de travail contre une heure de travail, puisqu'on n'échange pas une chose contre une même chose. Donc d'un côté, il y a égalité absolue. De l'autre, il y a toute la multitude des formes que prennent les produits du travail. Et des formes que prend le travail lui-même. J'insiste là-dessus parce que, pour moi, ce qui importe là, c'est le caractère social du travail. On avait commencé par considérer les choses de manière plutôt isolée, pour après arriver jusqu'à la forme monnaie, qui nous fait de plus en plus étendre le raisonnement à l'ensemble de la société, à l'ensemble des marchandises. Et là, on voit, je trouve un peu mieux la tension qu'il y a entre les formes sociales et les formes isolées de la production. Pour moi, c'est plutôt une abstraction qu'on fait pour faciliter les échanges que dialectique. Tu échanges les heures de travail sous une autre forme, mais pas sous la même forme. Oui, effectivement. C'est justement parce que c'est des formes différentes qu'elles s'échangent en tant que valeur d'usage. Ces bonnes marchandises. Mais elle est où la tension? Pour moi, la tension, elle est dans le fait que quand tu... Comment dire? Faudrait beaucoup développer, en fait. Je me rends compte que je me suis mis dans une sauce. Mettons, moi, petit producteur isolé, je décide de produire n'importe quel objet dont je suppose qu'il va être utile à quelqu'un d'autre, parce que j'en ai besoin pour l'échanger. Non, mais je sais pas où je vais avec mon développement, ça va être claqué au sol, je vais plus vous perdre qu'autre chose, on y reviendra après. En plus, merveilleux, tu dis ah oui, ça doit vouloir dire que t'as plus ou moins compris ce que je voulais dire. On y reviendra, l'attention est dans le process d'abstraction lui-même. Très bien, je passe à autre chose. Je continue la lecture. Lorsque les producteurs mettent en présence et en rapport les produits de leur travail à titre de valeur, ce n'est pas qu'ils voient en eux une simple enveloppe sous laquelle est caché un travail humain identique, tout au contraire. En réputant égaux dans l'échange leurs produits différents, ils établissent par le fait que leurs différents travaux sont égaux. Ils le font sans le savoir. La valeur ne porte donc pas écrit sur le front ce qu'elle est. Elle fait bien plutôt de chaque produit du travail un hiéroglyphe. Ce n'est qu'avec le temps que l'homme cherche à déchiffrer le sens de l'hiéroglyphe et à pénétrer les secrets de l'œuvre sociale à laquelle il contribue. Et la transformation des objets utiles en valeur est un produit de la société, tout aussi bien que le langage. La découverte scientifique, faite plus tard que les produits du travail, en tant que valeur, sont l'expression pure et simple du travail humain dépensé dans leur production, marque une époque dans l'histoire du développement de l'humanité, mais ne dissipe point la fantasmagorie qui fait apparaître le caractère social du travail comme un caractère des choses, des produits eux-mêmes.
Ce qui n'est vrai que pour cette forme de production particulière, la production marchande, à savoir que le caractère social des travaux les plus divers consiste dans leur égalité comme travail humain, et que ce caractère social spécifique revêt une forme objective, la forme valeur des produits du travail, ce fait, pour l'homme engrainé dans les rouages et les rapports de la production des marchandises, paraît, après comme avant la découverte de la nature de la valeur, tout aussi invariable et d'un ordre tout aussi naturel que la forme gazeuse de l'air qui est restée la même après comme avant la découverte de ces éléments chimiques. Ce qui intéresse tout d'abord pratiquement les échangistes, c'est de savoir combien ils obtiendront en échange de leurs produits, c'est-à-dire la proportion dans laquelle les produits s'échangent entre eux. Dès que cette proportion a acquis une certaine fixité habituelle, elle leur paraît provenir de la nature même des produits du travail. Il semble qu'il réside dans ces choses une propriété de s'échanger en proportion déterminée, comme les substances chimiques se combinent en proportion fixe. L'addiction aujourd'hui, c'est pas ça, hein, excusez-moi. Le caractère de valeur des produits du travail ne ressort en fait que lorsqu'ils se déterminent comme quantité de valeur. Ces dernières changent sans cesse, indépendamment de la volonté et des prévisions des producteurs, aux yeux desquels leur propre mouvement social prend ainsi la forme d'un mouvement des choses, mouvement qui les mène, bien loin qu'ils puissent le diriger. Il faut que la production marchande se soit complètement développée, avant que de l'expérience même se dégage cette vérité scientifique, que les travaux privés, exécutés indépendamment les uns des autres, bien qu'ils s'entrelacent comme ramification du système social et spontané de la division du travail, sont constamment ramenés à leur mesure sociale proportionnelle. Et comment ? Parce que dans les rapports d'échanges accidentels et toujours variables de leurs produits, le temps de travail social nécessaire à leur production l'emporte de haute lutte comme loi naturelle régulatrice. De même que la loi de la pesanteur se fait sentir à n'importe qui lorsque sa maison s'écroule sur sa tête. La détermination de la quantité de valeur par la durée de travail est donc un secret caché sous le mouvement apparent des valeurs des marchandises. Mais sa solution, tout en montrant que la quantité de valeur ne se détermine pas au hasard, comme il semblerait, ne fait pas pour cela disparaître la forme qui représente cette quantité comme un rapport de grandeur entre les choses, entre les produits eux-mêmes du travail. La réflexion sur les formes de la vie sociale et, par conséquent, leur analyse scientifique, suit une route complètement opposée au mouvement réel. Elle commence, après coup, avec des données déjà tout établies, avec les résultats du développement. Les formes qui impriment aux produits du travail le cachet de marchandises et qui, par conséquent, président déjà à leur circulation, possèdent aussi déjà la fixité de formes naturelles de la vie sociale, avant que les hommes cherchent à se rendre compte non du caractère historique de ces formes qui leur paraissent bien plutôt immuables, mais de leur sens intime. Ainsi, c'est seulement l'analyse du prix des marchandises qui a conduit à la détermination de leur valeur quantitative. Et c'est seulement l'expression commune des marchandises en argent qui a amené la fixation de leur caractère valeur. Or, cette forme acquise et fixe du monde des marchandises, leur forme argent, au lieu de révéler les caractères sociaux des travaux privés et les rapports sociaux des producteurs, ne fait que les voiler. Quand je dis que du froment, un habit, des bottes se rapportent à la toile comme à l'incarnation générale du travail humain abstrait, la fausseté et l'étrangeté de cette expression sautent immédiatement aux yeux. Mais quand les producteurs de ces marchandises les rapportent à la toile, à l'or ou à l'argent, ce qui revient au même comme à l'équivalent général, les rapports entre leurs travaux privés et l'ensemble du travail social leur apparaissent précisément sous cette forme bizarre. Les catégories de l'économie bourgeoise sont des formes de l'intellect qui ont une vérité objective, en tant qu'elles reflètent des rapports sociaux réels. Mais ces rapports n'appartiennent qu'à cette époque historique déterminée, où la production marchande est le mode de production sociale. Si donc nous envisageons d'autres formes de production, nous verrons disparaître aussitôt tout ce mysticisme qui obscurcit les produits du travail dans la période actuelle. Je n'ai plus d'eau. Je vais remplir ma gourde. Je reviens.
Désolé, j'espère que vous n'avez pas attendu trop longtemps, j'ai dû courir jusqu'à l'aile ouest de mon château. Mais c'est bon, je, je suis équipé. Alors, sur quoi je vais insister ce coup-ci? Rapport social entre les choses. Pour moi, c'est un peu... je pense que oui, c'est clairement l'idée principale du passage qu'on vient de lire. Alors oui, bon, pareil, peut-être que les illustrations sont pas très Charlie. J'espère qu'on va pas se faire strike par la censure. Je précise évidemment que c'est du second degré, voilà. Euh, Et je poursuis. Cette idée de rapport social entre les choses, je souligne juste qu'elle découle de la division du travail. Voilà. Quand vous allez à Carrefour, vous demandez pas au mec de Carrefour, tiens là ce bout de pain, combien tu me le fais, combien il a coûté à produire, vous avez passé combien d'heures à ramasser le blé, à pétrir le pain et tout. Non. Le seul rapport que tu as au producteur, c'est le rapport d'échange dans lequel tu donnes ton argent et tu obtiens en retour un morceau de pain de chez Carrefour. Ce qui veut dire il y a comme une espèce de filtre ou d'écran entre les échangistes de marchandises, et ce filtre-là, bah, c'est les marchandises elles-mêmes. Euh... voilà, voilà plutôt la forme mystifiée sous laquelle se présentent les choses. Ce qui est une propriété sociale, enfin une propriété, ce qui est social, voilà, le rapport par lequel tous les travaux humains sont déclarés égaux, comme ce rapport-là ne s'affirme que dans l'échange marchand, et comme dans la production marchande, bah, tous les producteurs sont isolés, le caractère d'égalité semble appartenir aux marchandises elles-mêmes. D'où cette valeur qui n'est que la conséquence d'un rapport social particulier, en fait. Si j'espère que c'est à peu près clair. De toute façon, il va falloir qu'on revienne sur cette idée de rapport social entre les choses, parce que bah, c'est un peu le maître mot du texte pour l'instant. Et comme le dit Le Mort, ce texte est très dense et il y a beaucoup de portes à ouvrir. Petite remarque additionnelle. Marx nous dit que ce qui se présente à nous sous une forme mystifiée, donc le fait que les marchandises possèdent par elles-mêmes une valeur, alors qu'en fait, c'est nous qui leur donnons une valeur quand, entre guillemets, on se met d'accord pour les échanger. Même si on ne se met pas d'accord, hein, le marché s'impose à nous. Le marché était là quand on est né, il sera, avec un peu de malchance, il sera encore là quand nous, on ne le sera plus. Mais Marx nous dit que cette fantasmagorie, ce mysticisme, il est bien propre à une période particulière. Ça nous ramène à la notion, la notion de matérialisme historique, qui est en général l'une des premières ouvertures par lesquelles on aborde le marxisme, l'une des premières manières qu'on a de comprendre le marxisme, c'est-à-dire comme une école de pensée dans laquelle les grandes idées, les grandes représentations qu'on peut se faire du monde sont d'abord et avant tout la conséquence, le reflet de ce monde lui-même. Voilà. La pensée n'est pas première. La pensée est seconde par rapport à la réalité matérielle. Et il y avait un passage qui était lui aussi illustratif de ce qu'est le matérialisme historique dans la section précédente, quand il nous parlait d'Aristote, qui avait réussi à voir qui avait eu une intuition absolument géniale de la substance de la valeur, mais qui avait été obligé de dire que la valeur, au final,
ça n'est qu'une convention. Voilà. Donc il n'était pas allé jusqu'au bout en fait de la démonstration que fait Marx. Et Marx nous explique que Aristote, c'était un génie parce qu'il a eu cette intuition-là qui était formidable, mais il n'a pas pu aller jusqu'au bout parce que dans les conditions historiques dans lesquelles il vivait, il ne pouvait pas aller jusqu'au bout. La forme marchandise n'était pas assez généralisée, comme elle l'est dans la société capitaliste, pour qu'il puisse comprendre véritablement quelle est la substance de la valeur. Et pareil, matérialisme historique, n'hésitez pas, si vous voulez, à demander des sources qu'on pourra publier dans le Discord et qui permettront d'y voir un peu plus clair. Et on est reparti. Puisque l'économie politique aime les Robinsonades, visitons d'abord Robinson dans son île. Modeste, comme il l'est naturellement, il n'en a pas moins divers besoins à satisfaire, et il lui faut exécuter des travaux utiles de genres différents. Fabriquer des meubles, par exemple, se faire des outils, apprivoiser des animaux, pêcher, chasser, etc. De ces prières et autres bagatelles semblables, nous n'avons rien à dire, puisque notre Robinson y trouve son plaisir et considère une activité de cette espèce comme une distraction fortifiante. Malgré la variété de ses fonctions productives, on sait qu'elles ne sont que les formes diverses par lesquelles s'affirme le même Robinson, c'est-à-dire tout simplement des modes divers de travail humain. La nécessité même le force à partager son temps entre ses occupations différentes. Que l'un prenne plus, l'autre moins de place dans l'ensemble de ses travaux, cela dépend de la plus ou moins grande difficulté qu'il a à vaincre pour obtenir l'effet utile qu'il a en vue. L'expérience lui apprend cela. Et notre homme, qui a sauvé du naufrage montre, grand livre, plume et encre, ne tarde pas, en bon anglais qu'il est, à mettre en note tous ses actes quotidiens. Son inventaire contient le détail des objets utiles qu'il possède, des différents modes de travail exigés par leur production, et enfin du temps de travail que lui coûtent en moyenne des quantités déterminées de ces divers produits. Tous les rapports entre Robinson et les choses qui forment la richesse qu'il s'est créée lui-même sont tellement simples et transparents que M. Baudrillard pourrait les comprendre sans une trop grande tension d'esprit. Et cependant, toutes les déterminations essentielles de la valeur y sont contenues. Transportons-nous maintenant de l'île lumineuse de Robinson dans le sombre Moyen-Âge européen. Au lieu de l'homme indépendant, nous trouvons ici tout le monde dépendant. Serfs et seigneurs, vassaux et suzerains, laïcs et clercs. Cette dépendance personnelle caractérise aussi bien les rapports sociaux de la production matérielle que toutes les autres sphères de la vie auxquelles elle sert de fondement. Et c'est précisément parce que la société est basée sur la dépendance personnelle que tous les rapports sociaux apparaissent comme des rapports entre les personnes. Les travaux divers et leurs produits n'ont en conséquence pas besoin de prendre une figure fantastique distincte de leur réalité. Ils se présentent comme services, prestations et livraisons en nature. La forme naturelle du travail, sa particularité, et non sa généralité, son caractère abstrait comme dans la production marchande, en est aussi la forme sociale. La corvée est tout aussi bien mesurée par le temps que le travail qui produit des marchandises, mais chaque corvéable sait fort bien, sans recourir à un Adam Smith, que c'est une quantité déterminée de sa force de travail personnelle qu'il dépense au service de son maître. La dîme à fournir au prêtre est plus claire que la bénédiction du prêtre. De quelque manière donc qu'on juge les masques que portent les hommes dans cette société, les rapports sociaux des personnes dans leurs travaux respectifs s'affirment nettement comme leurs propres rapports personnels, au lieu de se déguiser en rapports sociaux des choses, des produits du travail. Pour rencontrer le travail commun, c'est-à-dire l'association immédiate, nous n'avons pas besoin de remonter à sa forme naturelle primitive, telle qu'elle nous apparaît au seuil de l'histoire de tous les peuples civilisés. Nous en avons un exemple tout près de nous, dans l'industrie rustique et patriarcale d'une famille de paysans, qui produit pour ses propres besoins bétail, blé, toile, lin, vêtements, etc. Ces divers objets se présentent à la famille comme les produits divers de son travail, et non comme des marchandises qui s'échangent réciproquement. Les différents travaux d'où dérivent ces produits
agriculture, élevage du bétail, tissage, confection de vêtements, etc., possèdent de prime abord la forme de fonction sociale, parce qu'ils sont des fonctions de la famille qui a sa division de travail aussi bien que la production marchande. Les conditions naturelles variantes avec le changement des saisons, ainsi que les différences d'âge et de sexe, règlent dans la famille les distributions du travail et sa durée pour chacun. La mesure de la dépense des forces individuelles par le temps de travail apparaît ici directement comme caractère social des travaux eux-mêmes, parce que les forces de travail individuelles ne fonctionnent que comme organes de la force commune de la famille. Représentons-nous enfin une réunion d'hommes libres, travaillant avec des moyens de production communs, et dépensant, d'après un plan concerté, leurs nombreuses forces individuelles comme une seule et même force de travail social. Tout ce que nous avons dit du travail de Robinson se reproduit ici, mais socialement et non individuellement. Tous les produits de Robinson étaient son produit personnel et exclusif, et, conséquemment, objet d'utilité immédiate pour lui. Le produit total des travailleurs unis est un produit social. Une partie sert de nouveau comme moyen de production et reste sociale, mais l'autre partie est consommée, et par conséquent doit se répartir entre tous. Le mode de répartition variera suivant l'organisme producteur de la société et le degré de développement historique des travailleurs. Supposons, pour mettre cet état de choses en parallèle avec la production marchande, que la part accordée à chaque travailleur soit en raison de son temps de travail. Le temps de travail jouerait ici un double rôle. D'un côté, sa distribution dans la société règle le rapport exact des diverses fonctions aux divers besoins. De l'autre, il mesure la part individuelle de chaque producteur dans le travail commun, et en même temps la portion qui lui revient dans la partie du produit commun réservée à la consommation. Les rapports sociaux des hommes dans leurs travaux et avec les objets utiles qui en proviennent restent ici simples et transparents dans la production, aussi bien que dans la distribution. Le monde religieux n'est que le reflet du monde réel. Une société où le produit du travail prend généralement la forme de marchandises et où, par conséquent, le rapport le plus général entre les producteurs consiste à comparer les valeurs de leurs produits et, sous cette enveloppe des choses, à comparer les uns aux autres leurs travaux privés à titre de travail humain égal, une telle société trouve dans le christianisme, avec son culte de l'homme abstrait, et surtout dans ses types bourgeois, protestantisme, déisme, etc., le complément religieux le plus convenable. Dans les modes de production de la vieille Asie, de l'Antiquité en général, la transformation du produit en marchandise ne joue qu'un rôle subalterne, qui cependant acquiert plus d'importance à mesure que les communautés approchent de leur dissolution. Des peuples marchands proprement dits n'existent que dans les intervalles du monde antique, à la façon des dieux d'Épicure, ou comme les juifs dans les ports de la société polonaise. Ces vieux organismes sociaux sont, sous le rapport de la production, infiniment plus simples et plus transparents que la société bourgeoise. Mais ils ont pour base l'immaturité de l'homme individuel, dont l'histoire n'a pas encore coupé, pour ainsi dire, le cordon ombilical qui l'unit à la communauté naturelle d'une tribu primitive, ou des conditions de despotisme et d'esclavage. Le degré inférieur de développement des forces productives du travail qui les caractérise, et qui par suite imprègne tout le cercle de la vie matérielle, l'étroitesse des rapports des hommes, soit entre eux, soit avec la nature, se reflète idéalement dans les vieilles religions nationales. En général, le reflet religieux du monde réel ne pourra disparaître que lorsque les conditions du travail et de la vie pratique présenteront à l'homme des rapports transparents et rationnels avec ses semblables et avec la nature. La vie sociale, dont la production matérielle et les rapports qu'elle implique forment la base, ne sera dégagée du nuage mystique qui en voile l'aspect que le jour où s'y manifestera l'œuvre d'hommes librement associés, agissant consciemment et maîtres de leur propre mouvement social. Mais cela exige dans la société un ensemble de conditions d'existence matérielle qui ne peuvent être elles-mêmes le produit que d'un long et douloureux développement. L'économie politique a bien, il est vrai, analysé la valeur et la grandeur de valeur, quoique d'une manière très imparfaite. Mais elle ne s'est jamais demandé pourquoi le travail se représente dans la valeur, et la mesure du travail, par sa durée, dans la grandeur de valeur des produits.
des formes qui manifestent au premier coup d'œil qu'elles appartiennent à une période sociale dans laquelle la production et ses rapports régissent l'homme, au lieu d'être régis par lui, paraissent à sa conscience bourgeoise une nécessité tout aussi naturelle que le travail productif lui-même. Rien d'étonnant qu'elle traite les formes de production sociale qui ont précédé la production bourgeoise, comme les pères de l'Église traitaient les religions qui avaient précédé le christianisme. Mini-pause. D'abord parce qu'il parle beaucoup de religion, le cher Karl, parce que la critique de la religion a été, évidemment, compte tenu du contexte dans lequel il écrivait, assez importante dans la formation de sa pensée, bien que sans doute moins importante que dans la formation de la pensée des penseurs bourgeois libéraux qui l'ont précédé. Enfin bon, on en est quelque part toujours pas sorti de la critique de la religion. Donc je me permets de mettre une petite référence à une vidéo que vous trouverez sur YouTube, l'originale et intransigeante critique de la religion chez Marx. Ça ne parle pas de ce qui est dit dans le Capital, hein, ça parle vraiment de critique de la religion en tant que telle. Simplement, je trouve que la vidéo est plutôt pas mal, Yvon Quignot est vraiment, vraiment bon, donc voilà, petite reco. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Il nous laisse entrevoir des formes, des modes de production autres que le capitalisme. Il nous rappelle que ça existe. Dans la féodalité, il nous rappelle qu'il y a une espèce de mini-mode de production à l'échelle de la famille rurale à son époque. Dans la communauté paysanne, la famille, ce qu'on évoquait la dernière fois, hein, qui est encore largement indépendante matériellement et qui consomme ce qu'elle produit et qui produit ce qu'elle consomme dans une très large mesure. Et que donc les rapports entre ses membres apparaissent de manière transparente. Et Marx nous laisse aussi entrevoir une forme de société dans laquelle les échanges ne seraient plus réglés par la marchandise. Enfin, du coup, il n'y aurait même plus lieu de parler d'échanges au sens de l'économie politique actuelle. Il nous laisse entrevoir une société dans laquelle pim pam poum, une réunion d'hommes libres, travaillant avec des moyens de production communs et dépensant d'après un plan concerté leurs nombreuses forces individuelles comme une seule et même force de travail sociale. On dit pas mal quand même que Marx ne donne jamais un plan de ce que sera la société libérée du mode de production capitaliste. Mais il y a quand même des petits indices. Et je trouve que c'est toujours bon de le souligner quand ça apparaît chez Marx. Et voilà, donc le socialisme, c'est cool. Et voilà. Est-ce que jusque-là, tout est clair ? Est-ce que vous avez quelques petites remarques ? Je vous demande ça juste pour souffler. En vrai, vos remarques là que vous allez pouvoir mettre dans le chat, je vous garantis pas d'y répondre. Mais moi, je fais une petite pause. Tip top, merveilleux ces remarques. Allez, on est reparti. Ce qui fait voir, entre autres choses, l'illusion produite sur la plupart des économistes par le fétichisme inhérent au monde marchand, ou par l'apparence matérielle des attributs sociaux du travail, c'est leur longue et insipide querelle à propos du rôle de la nature dans la création de la valeur d'échange. Cette valeur n'étant pas autre chose qu'une manière sociale particulière de compter le travail employé dans la production d'un objet, ne peut pas plus contenir d'éléments matériels que le cours du change, par exemple. Dans notre société, la forme économique la plus générale et la plus simple qui s'attache au produit du travail, la forme marchandise, est si familière à tout le monde que personne n'y voit malice.
Considérons d'autres formes économiques plus complexes. D'où proviennent, par exemple, les illusions du système mercantile? Et évidemment du caractère fétiche que la forme monnaie imprime aux métaux précieux. Et l'économie moderne, qui fait l'esprit fort et ne se fatigue pas de ressasser ses fades plaisanteries contre le fétichisme des mercantilistes, est-elle moins la dupe des apparences? N'est-ce pas son premier dogme que des choses, des instruments de travail par exemple, sont par nature capitales, et qu'en voulant les dépouiller de ce caractère purement social, on commet un crime de lèse-nature? Enfin, les physiocrates, si supérieurs à tant d'égards, n'ont-ils pas imaginé que la rente foncière n'est pas un tribut arraché aux hommes, mais un présent fait par la nature même aux propriétaires? Mais n'anticipons pas, et contentons-nous encore d'un exemple à propos de la forme marchandise elle-même. Les marchandises diraient, si elles pouvaient parler, notre valeur d'usage peut bien intéresser l'homme. Pour nous, en tant qu'objet, nous nous en moquons bien. Ce qui nous regarde, c'est notre valeur. Notre rapport entre nous, comme chose de vente et d'achat, le prouve. Nous ne nous envisageons les unes les autres que comme valeur d'échange. Ne croirait-on pas que l'économiste emprunte ses paroles à l'âme même de la marchandise quand il dit « La valeur, entre parenthèses, valeur d'échange, est une propriété des choses. La richesse, valeur d'usage, est une propriété de l'homme. La valeur dans ce sens suppose nécessairement l'échange, la richesse, non. La richesse, valeur utile, est un attribut de l'homme. La valeur, un attribut des marchandises. Un homme ou bien une communauté est riche, une perle ou un diamant possède de la valeur et la possède comme telle. Jusqu'ici, aucun chimiste n'a découvert de valeur d'échange dans une perle ou dans un diamant. Les économistes qui ont découvert ou inventé des substances chimiques de ce genre, et qui affichent une certaine prétention à la profondeur, trouvent, eux, que la valeur utile des choses leur appartient indépendamment de leurs propriétés matérielles, tandis que leur valeur leur appartient en tant que chose. Ce qui les confirme dans cette opinion, c'est cette circonstance étrange, que la valeur utile des choses se réalise pour l'homme sans échange, c'est-à-dire dans un rapport immédiat entre la chose et l'homme, tandis que leur valeur, au contraire, ne se réalise que dans l'échange, c'est-à-dire dans un rapport social. Qui ne se souvient ici du bon Dogberry et de la leçon qu'il donne aux veilleurs de nuit si Cole? Être un homme bien fait est un don des circonstances, mais savoir lire et écrire, cela nous vient de la nature. Voilà, on se retrouve dans 5 petites minutes sur Discord. En attendant, rien du tout. À tout à l'heure. Rebonjour, est-ce que vous m'entendez? Et on se connecte sur le salon live Twitch qui est dans le Discord. Je vois que nous avons Pablikos que nous saluons, qui se joint à nous. Pablikos, si tu veux échanger sur le Discord, alors oui, pour ton info, on a commencé à 18h30. Je sais pas si tu étais là depuis le début, mais on a lu le texte, et maintenant on passe aux échanges sur le Discord. Et nous voici connectés. Allô sur Discord, est-ce que vous m'entendez? Yes. Est-ce que sur Twitch, on entend les gens qui parlent dans Discord? Tiens, Pablikos, tu vas pouvoir nous faire ta première contribution. Les gens sur Discord parlent et dites des trucs. Ok, on entend, parfait. Et merveilleux, bienvenue aux nouveaux camarades. Ça fait grave plaisir d'avoir des nouveaux parmi nous. Si vous voulez participer aux échanges, vous venez sur le Discord, vous dites bonjour dans le salon accueil et je vous ajoute au salon live Twitch. Et pour ceux qui sont déjà connectés au 10 salons, on va pouvoir commencer à discuter. Voilà, voilou. Comment ça va? Ça va. Petite clope de digestion de la lecture. Ah, c'est bien ça. C'est bien, c'est bien. On a aussi El Muerto aujourd'hui. Monsieur le Mort.
El muerto, c'est le el muerto, c'est dead, c'est pas C'est farc. la version sud-américaine. Ouais, ouais. Oui, il y a pas d'arabe. Il y a que des morts. Ouais, Heureusement, heureusement. il y a quelques petits cours d'espagnol qui se perdent là quand même, hein. Ouais. Bon, donc le mort, tu vas bien aussi? Oui, ça va, ça va. Bah, ça fait plaisir. C'était dense, hein, c'est un texte, c'est un passage, très, très dense, très fourni, qui soulève plein de questions, Ouais, qui pour est ne rien vous simple. cacher, j'ai mal au crâne. Ah bah, tu le lis en 1 heure, moi j'ai pris, 3 sessions, ouais. Moi je lisais 5 pages, quand je lis Le Capital, c'est 5 pages 5 à 10 pages par session de travail. Donc tu vois, là, il y a 12 pages, je crois que je l'ai fait en 2 fois. Ouais, bah oui, moi après, je te Après laisse. en réfléchissant, en prenant des notes, voilà, hein, c'était pas juste, Ouais, bien sûr. Bah, je te laisse imaginer combien de fois j'ai dû relire ce passage. ah oui. Et Enf- tu as lu les notes de bas de page aussi? Parce qu'elles sont éclairantes, hein. Là, tu l'as pas fait parce qu'on n'a pas le temps, mais toi, tu vois, alors, toi dans mes lectures récentes, non, je les avais lues, mais il y a longtemps. Mais, non, mais les notes de bas de page qu'il y a dans Le oui, oui, Capital, oui, oui, dans dans mes lectures récentes pour préparer l'épisode, je l'ai pas fait. D'ailleurs, tu l'as pas fait? je me rends compte que c'est une erreur, sans doute. Bah, ça éclaire, ouais, ça aide, quoi. Mm, mm. Alors, ce que je vous propose de faire, déjà, pour commencer, c'est d'essayer de trouver des exemples de la vie courante qui illustrent un peu cette idée de fétichisme de la marchandise. Est-ce que vous pensez que que le procédé est pas mal? Ouais, juste avant de commencer, réexplique pour ceux qui sont sur Twitch comment arriver sur Discord. Si Pablicos ou quelqu'un d'autre Ah, parce que où ils trouvent le lien, quoi. les gens sur... Alors, pour accéder au Discord... Donc, bon, je pars du principe que vous savez comment fonctionne Discord. Vous allez donc sur la chaîne Twitch, vous avez la bio de la chaîne Twitch qui contient un lien vers Discord. Ou depuis Instagram, vous avez un Linktree. Non, d'ailleurs, le Linktree ne renvoie pas vers Discord, pardon, parce que l'intégration du lien ne marche pas. Donc, dans la description de la chaîne Twitch, vous avez un bouton Discord sur lequel vous cliquez qui vous permet de rejoindre le serveur. Le serveur a plusieurs channels, dont un qui s'appelle Accueil. Dans le channel Accueil, vous dites coucou, j'aimerais participer aux échanges vocaux. Et moi, je vous donne le rôle de contributeur, ce qui vous permet ensuite d'accéder au salon vocal live Twitch que vous rejoignez et vous venez discuter avec nous. Et c'est tip top. Mais manifestement, je crois que les petits nouveaux. Merci Anne Inédite pour l'intégration du lien Discord. Je crois que les petits nouveaux ne sont pas particulièrement intéressé par l'idée de rejoindre le Discord. En même temps, je comprends, ça peut être un peu intimidant. Boum. Vous avez là le QR code aussi qui renvoie vers le Discord. Faut que je rattrape les vidéos précédentes avant. Oui, je salue la démarche et la rigueur intellectuelle que ce propos traduit. Et ben, ma foi, au plaisir. Enfin, rattrape les vidéos précédentes ou juste lis le texte, hein. Pour être tout à fait honnête, sans participer aux échanges sur Discord, enfin, j'imagine que le simple fait de regarder les vidéos sur YouTube doit pas être fabuleusement plus éclairant. Mais bon, bah, si ça t'aide, écoute, bah, j'aurais d'autant plus atteint mon objectif. Bref, sur Discord, vous êtes toujours là? Oui. Bon. Oui, ouais. Donc, est-ce que ça vous va si on donne comme ça des exemples de fétichisme de la marchandise auxquels qu'on puisse tous comprendre comme ça immédiatement? Est-ce qu'on parle direct du luxe ou c'est trop extrême? Pour moi, le luxe peut être une illustration. En fait, je pense que toute la difficulté, ça va être de relier des formes économiques concrètes qui sont assez complexes au fétichisme de la marchandise qui est pour le coup, qui est simple entre guillemets dans le sens où il apparaît quand même au début du développement, quoi. C'est-à-dire qu'il va falloir resituer tout un parcours et je pense que ça peut être très intéressant comme exercice intellectuel, mais ça peut aussi être d'autant plus difficile.
Mais vas-y, si tu veux développer sur la question du luxe, moi, je pense que ça peut être pas mal. Non, je veux pas. Je balance juste comme ça tu développes. D'accord. Donc le stream interactif mais participatif, ça dépend quoi. Euh, Des exemples concrets, des marchandises concrètes qu'on fétichise. Il faudrait dire toutes. Bah non, du coup, l'exemple sera pas dans la marchandise, l'exemple sera dans la pratique des gens. Moi, j'en ai un. Alors, je parle sous votre contrôle critique, hein. Je parle sous votre... Qui nous fait un retour avec de l'écho là? C'est dégueulasse, arrêtez ça tout de suite. Mais quand on se heurte à quelqu'un qui essaie de produire une critique du capitalisme, mais qui a pas particulièrement étudié la question. Le discours Tout le monde, souvent... quoi. Oui, voilà, en gros. Mais il y a un discours souvent qui va consister à dénoncer l'argent. L'argent, c'est la cause de tous les maux. L'argent nous rend cupides, l'argent, blablabla. Blablabla. Pour moi, ça, c'est une illustration du fétichisme de la marchandise. Oui. Oui, Parce que tout à fait. ça fait résider dans l'argent, qui est une chose inanimée, qui est incapable de se mouvoir par elle-même, des comportements qui sont bien des comportements humains. Voilà. Je ne sais pas si ça vous semble pertinent. Si c'est le cas. Ouais, c'est-à-dire on y associe une valeur naturelle, c'est ce qu'il disait dans le dernier passage. Enfin, les objets qu'on associe à la valeur, comme ça, la valeur au sens commun du terme. Hein. C'est-à-dire comme si c'était une caractéristique naturelle d'un objet, que ce Oui, soit c'est ça. l'or. Ouais, c'est ça. Voilà, C'est genre, exactement. dans le tableau périodique, sous la case or, il y a marqué attention, rang cupide. C'est pas mal, ça. Ouais, mais je trouve que l'exemple qu'il donne, par exemple, du diamant ou des perles, c'est le plus indicatif. C'est-à-dire, au sens commun, c'est des objets qui ont une valeur elle-même, juste voilà, par ce qu'on disait voilà, au tout premier épisode, par leur rareté, etc. C'est comme si c'était intrinsèque de ces produits-là, enfin, de ces produits, pardon, de ces matières. Quoi. Ma foi. Est-ce qu'on a un autre exemple qui vous vient? Euh, J'en ai un supplémentaire. Pardon, t'allais parler, Julien? Non, j'ai que des exemples de choses qu'on considère naturellement précieuses, quoi. Que ce soit des matériaux. Je pensais au cachemire, des conneries comme ça. Tu vois. Oui, oui, Donc, du coup, vas-y. Non, mais ça marche pour tout, c'est ça le problème, c'est que Ouais. c'est dans le capitalisme qui réduit tout à un rapport marchand, ça marche pour absolument tout. Et l'argent, c'est un bon exemple. Ou les perles, oui, en fait, c'est pas la perle en soi qui a une propriété magique ou enfin, fétichisme à la base, c'est le fétiche, hein, c'est ce à quoi on confère un pouvoir magique au sens anthropologique. Et aujourd'hui, donc, on croit que c'est doué de valeur en soi, alors qu'en fait, c'est du temps de travail. Cristallisé, c'est bien un rapport social en réalité qui détermine la valeur et pas la chose en soi qui a de la valeur. Moi, j'ai un exemple supplémentaire. Mhm. Il est peut-être moins illustratif, mais aussi d'un autre côté, peut-être plus proche de nous. C'était je crois, le directeur marketing de Nike à une époque. Enfin, un cadre supérieur de Nike qui Grand disait: philosophe. nous ne vendons pas des chaussures, nous vendons un style de vie. Enfin, quelque chose comme ça, Ah. quoi. Oui, voilà. Ouais. Pour moi, on est en plein dans le fétichisme parce que, objectivement, le mec ne vend pas un style de vie. Trouve-moi une boutique à style de vie. Moi, je suis très curieux de voir ça. Le style de vie, c'est la résultante de tout un tas de comportements humains, de déterminisme, blablabla. Bla. Pour moi, cette citation, le fait que le mec qui participe
très directement au fétichisme de la marchandise puisse lui-même l'exprimer en fait d'une façon qui est relativement claire, ça montre que, comme le disait Marx plus tôt, les choses sociales tombent et ne tombent pas sous le sens. C'est-à-dire que quand le gars de chez Nike il raconte ça, il n'a absolument pas conscience de tout le développement du premier chapitre du Capital. Il n'a pas conscience de la logique qui lui permet de dire ça. Pourtant, il est le fétichisme en acte, et en plus, il est capable d'une certaine conscience de ce fétichisme. Voilà. Ouais, tu peux dire ça de tout statut symbole. Moi, je pense que le plus visible, c'est genre les bagnoles, tu vois, tout ce qu'elles représentent pour l'acheteur, etc. Tu vois, ou une montre. Il y a souvent ce discours que tu disais, que fait Nike, tu vois, ils vendent en fait plutôt le statut que ça qu'il te donne plus qu'un objet pour mesurer le temps, quoi. Tu vois, alors que nous, comme on a lu Marx et qu'on a bien gardé le truc en tête, quand on voit une paire de chaussures Nike, on voit du temps de travail humain, plutôt du temps de travail humain d'enfant au Bangladesh. Voilà. Oui, voilà, tu vois l'exploitation. Voilà. Même si l'exploitation, pas encore, on n'y est pas encore. Oui, pas attention, pour l'instant, Voilà. on ne sait pas qu'il y a exploitation. Rien ne nous permet de dire que ça existe. Voilà. Il y a des chances que ça se vérifie. Vous n'avez quand pas même. de preuves. Mais on verra. Moi, je continue de trouver qu'il fournit les meilleurs exemples déjà dans cette partie du texte, hein, quand il fait référence aux religions, et après tout ce qui en découle, la superstition, tu sais, les objets qui sont porteurs d'une certaine aura, d'une certaine magie, c'est tous les objets que tu peux utiliser comme idole, comme protection, etc. Lui, la liste qu'il en fait de ce que ça représente, une production du cerveau humain qui se sépare en fait de l'humain, qui a sa vie propre, sa stature propre. Ça explique très bien la chose. La difficulté pour nous lecteurs, c'est de le rapprocher à des choses physiques, enfin des objets physiques qui font partie du sens de la production marchande. Mais en fait, je crois que son vrai coup de génie, c'est d'associer, de voir la vision mystique qu'ont les hommes de leur vie, la religion, etc., comme justement le premier indicateur de ce fétichisme, en fait, la version la plus naturelle, si je puis dire, du fétichisme. Oui, j'ai un exemple supplémentaire qui me vient en tête. Il y a un pote à moi qui récemment s'est séparé de sa copine après une longue relation, donc bref, on imagine un peu le truc douloureux. Oh, ça va. Et sa décision, ça a été, bon, évidemment, de se mettre au sport, mais ça, je ne le blâmerai pas. D'ailleurs, je ne le blâme. T'étais pas dans la même position pour critiquer. Et d'autre part, de claquer absolument tout son salaire dans des achats de fringues. Parce que nouvelle vie, nouvel homme. Et que donc, ce qui permet de séduire, c'est aussi la marchandise. Et le mec, je veux dire, intérieurement, il sait que c'est pas le fait d'acheter des nouveaux vêtements qui va faire de lui un nouvel homme. Mais en même temps, un peu si, quand même. Et puis il sait que la personne en face, elle va voir, oh tiens, quelqu'un qui a fait un effort pour s'habiller, c'est quand même un petit peu intéressant, ça. Voilà, nous avons une question de Tina Tinous dans le chat, dont je ne sais pas pourquoi elle ne participe pas dans le salon vocal, mais ma foi, c'est comme elle le souhaite. J'ai une petite question. À quel moment un pull en laine qui nous tient chaud et répond à un besoin essentiel devient-il un objet de fétichisme marchand plutôt qu'un simple vêtement utilitaire ? Voilà, là on revient dans le texte, là. Oui, tout à fait. Tu peux éloigner quand même. Non, ça va. Bah tiens, pour la peine, tu veux répondre, le mort ? Bah je vais répondre, je vais essayer. Un pull en laine qui nous tient chaud et répond donc à une valeur d'usage, besoin essentiel qui est de se réchauffer par exemple, dans nos climats, devient-il un objet de fétichisme marchand plutôt qu'un simple vêtement utilitaire ? Mais qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que c'était inséparable dans la marchandise, la valeur d'usage et la valeur d'échange.
Marx, il les sépare méthodologiquement, mais une marchandise, pour remplir sa fonction de valeur d'usage, elle doit être échangée. Pourquoi? Parce que celui qui produit le pull en laine, ou pardon, celui qui produit, je sais pas moi, une voiture, n'est pas en train de produire des pulls. Donc comme il y a une division du travail, les valeurs d'usage aussi, pour se rencontrer, doivent s'échanger. Hein, faut pas donc à partir de là, cette marchandise peut revêtir un caractère fétichiste. Parce que de toute manière, c'est ni le travail de celui qui fait la voiture qui apparaît, ni tout le travail de celui qui fait la laine, c'est juste leur forme marchande, leur forme marchandise. Et ça, tout ce travail est occulté dans l'échange des formes marchandises, et c'est ça qui conditionne le fétichisme. On pense que c'est le pull en laine en soi qui nous tient chaud, et regardez, là on retrouve la pub dont parlait Thibaut, regardez à quel point c'est un style de vie de s'habiller comme si, à quel point ça nous tient plus chaud qu'une autre matière, j'en sais rien, voilà. Mais le mort, pardon, mais moi, ce que j'ai compris aussi du texte, c'est-à-dire, corrige-moi hein, si je dis une connerie, c'est que le fétichisme Prétends pas s'installe connaître aussi. le contrôle par cœur, hein. Hein non, non, mais Prétends pas voilà. le contrôle par cœur. Hein. Je dis, le fétichisme s'installe aussi au moment où le pull et la voiture viennent remplacer en fait le rapport social entre les deux producteurs. C'est-à-dire, ils deviennent eux le vecteur de leur rapport social. Oui, c'est ce que je te Hein. dis quand le travail, le temps de travail, la valeur, c'est le temps de travail socialement nécessaire. Hein. Mhm. On est d'accord sur ça. Ouais. On est d'accord que la notion de travail euh, n'apparaît pas dans l'échange. Ce qui va apparaître, c'est notamment à travers le prix, hein, c'est ce qu'il a dit Mhm. dans un moment du texte, le temps de travail socialement nécessaire qui est à la source, qui est à l'origine de la valeur, n'apparaît plus que sur une forme fixée qui sera celle du prix. Mhm. Ça, il va en parler plus loin dans le Capital, mais c'est-à-dire que l'habitude d'échanger les marchandises entre elles, Mhm. et l'habitude de fixer cette valeur dans un prix, ne fait apparaître, et ça c'est important, et j'aurais aimé qu'on parle de phénoménologie, bon, je vais peut-être développer ça à côté, ce qui apparaît dans la conscience de ceux qui échangent, ça n'est pas le rapport social, ça n'est que, d'une certaine manière, le Mhm. prix, plus cher ou moins cher, et la marchandise elle-même. Mhm. C'est ça qui ne demeure que, c'est la réduction de tout le rapport social à ce fétichisme-là. Ouais, voilà, ça t'annule complètement le fait qu'il y a deux travailleurs, enfin deux producteurs privés Exactement. séparément qui ont fait leur truc dans leur coin. En fait, ça, plus personne le Et sait. En fait. et comme on voit pas, comme ils sont dans leur coin, comme tu dis, à cause de la division du travail, c'est la marchandise qui apparaît comme magique. C'est ça le Mm. fétiche, hein. C'est-à-dire que c'est en elle-même que ce pull en laine formidable me réchauffe. Ouais. Alors que non, il y a une technique, il y a une invention, il y a une histoire, il y a une exploitation éventuelle, enfin, on n'a pas les preuves, il y a voilà quoi. Ouais, ouais. Donc, différent serait de dire je me suis produit tout seul le pull en laine qui me tient chaud. Donc, du coup, ça devient un pull en laine que j'ai fait et qui me tient chaud. Ça, c'est dans ce qu'on appelle vulgairement, et d'ailleurs ce qui est un contresens, mais dans les économies naturelles, Mhm. c'est-à-dire avant la révolution industrielle et l'hégémonie du rapport bourgeois, effectivement, c'est ce qu'il dit dans la famille patriarcale paysanne, Mhm. chacun produit, donc chacun sait ce qu'il fait. Il n'y a pas de mystère. Je sais l'effort que ça m'a coûté de produire du pain, de produire, je sais pas moi, du Mhm. lait avec les vaches, etc. Ouais. Ben, Si, comme il dit Et aussi, dans la société féodale, on sait combien les familles paysannes ont produit pour elles-mêmes et combien ont produit pour le seigneur, pour le seigneur. Voilà. voilà. si je peux ajouter, euh, le pull, effectivement, enfin, dans la mesure où puisqu'on est dans une société marchande, ça va être le vecteur d'un rapport social entre des producteurs isolés. Il va faire partie de ce grand ensemble qui, pris comme masse, forme la totalité du fétichisme de la marchandise. Après, comme on parle d'un pull qui est un objet simple du quotidien, je pense que c'est
d'autant plus illustratif si on compare par exemple un pull Balenciaga avec un pull de base. Ton pull de base que t'achètes, je sais pas, j'ai eu Uniqlo par exemple. Bon, comme tous les pulls, hein, voilà, parce qu'il y a marché, il y a concurrence. Sa valeur, c'est le temps de travail social nécessaire à sa production. Bien. Il va être vendu 4 fois moins cher que ton pull Balenciaga. Pourquoi ? Parce que ton pull Balenciaga, il a été tissé de la même manière, mêmes usines au Bangladesh, etc. Sauf que dans le pull Balenciaga, il y a des millions et des millions d'euros qui sont passés en marketing, par exemple. Ce qui veut aussi dire du temps de travail humain. Ça reste du travail humain qui a été incorporé à la marchandise, mais sous une forme encore plus fétichisée. Voilà. Je sais pas si ça éclaire un peu le truc. Ouais. C'est-à-dire il y a beaucoup de force humaine qui a été déployée simplement pour le caractère fétiche de la marchandise, pour te faire croire que ton pull Balenciaga, il tient vachement plus chaud et surtout il te rend vachement plus beau que le pull Uniqlo absolument identique. Moi, j'ai une dernière couche à ajouter à tout ça. Parce que j'ai du mal à écouter parler des marchandises sans qu'il y a les consommateurs. Parce que du coup, ton pull en laine, si tu le portes tout seul comme Robinson sur son île, bah, il n'aura il n'aura que son premier usage, c'est de te tenir aux choses. Mais le fait qu'on vive en société et qu'il y a des gens qui te regardent porter un pull, bah en fait, elle gagne aussi, je pense, le côté fétichisme. Je sais pas si c'est un peu trop simpliste de développer comme ça, mais la manière dont on parle des marchandises sans inclure l'humain dans l'équation, ça me paraît un peu obscur. Quelqu'un a-t-il une réponse ? On est encore, comme tu dis, oui, ça reste, c'est aussi une expression du fétichisme, de parler non pas des hommes, mais de parler des objets, comme si c'était des objets qui valaient plus que les hommes, quoi, hein, d'une certaine manière, quoi, ou autant qu'eux. Donc oui, tout à fait. Et c'est ce qu'il dit quand il faudra une société de travailleurs libres et où là, les rapports sociaux seront transparents. On ne pourra plus faire abstraction du travail humain. Je pense que ça rejoint ce que tu dis. Mais du coup, dans l'association d'hommes libres, est-ce qu'on peut dire que les rapports sociaux, en fait, se synthétisent à la division du travail ? C'est-à-dire C'est-à-dire que que synthétise. comme dans la famille patriarcale ou dans cette association d'hommes libres, la simplicité des rapports sociaux, la transparence des rapports sociaux est donnée par la division du travail effective et qu'il n'y a pas de transfert sur la marchandise, enfin, puisqu'il n'y a pas de marchandise, il n'y a pas de délégation à la marchandise des rapports sociaux. Je ne sais pas si je m'explique. La deuxième partie de ton propos, je l'ai compris, mais l'idée de machin qui synthétise truc, j'ai pas compris personnellement. C'est-à-dire que chacun, du coup, fait des travaux déterminés selon ses capacités et en répondant aux besoins collectifs de l'association d'hommes libres, Oui. en fait, devient effectivement le rapport social. Il n'y a plus un rapport social médié par ce qui est produit, par les produits du travail. Après, est-ce que ça veut dire que dans l'association d'hommes libres qu'on peut imaginer comme le mode de production socialiste, il n'y aura Oui. pas de médiation, que les rapports sociaux seront absolument transparents ? Pour moi, ça, on peut pas vraiment le savoir. Il n'y a pas... Il n'y a pas particulièrement de réponse univoque, définitive là-dessus, si tu veux. C'est-à-dire, faut bien comprendre un truc, c'est que c'est pas la division du travail qui cause ça uniquement. Il y a déjà un rapport marchand depuis des millénaires. Sauf que c'était pas toute la société qui était conditionnée par ce rapport marchand. Puisque justement, globalement, les productions étaient familiales, quoi, hein, pour faire simple. Et elles étaient communautaires, autarciques, et puis après, il a fallu des échanges et des castes, ou des classes d'ailleurs de marchands qui se sont absolument développées partout dans toutes les civilisations, pour précisément faire le lien, qui échappe à la production d'ailleurs, ces classes-là.
donc, le capitalisme, lui, il transforme tout en ce rapport marchand. Et il peut le faire parce que la division du travail est toujours plus parcellisée, d'accord, accentuée. Plus la société est industrielle, plus le travail est socialisé. C'est-à-dire qu'il n'est plus individuel, mais il est socialisé. C'est-à-dire que oui, moi, de mon côté, je ne tourne qu'un boulon. L'autre, il est sur une autre partie de la chaîne. Donc certes, à titre individuel, je dois réduire ma tâche, mais à titre collectif, on produit 10 fois, 10 000 fois plus. Mm. Vous voyez, c'est ça le paradoxe de la société industrielle. Et donc forcément, ça nous rend tous encore plus dépendants des productions des autres, et donc de l'échange marchand. Le problème, c'est qu'on a, et à mon avis, bon, ça c'est pas du tout développé dans ce texte, hein, mais c'est dans une société où tout le monde planifie l'économie, enfin si d'ailleurs un petit peu, où tout le monde a conscience du travail, planifie le travail, donc peut-être démocratiquement, je sais pas, ou avec des conseils, je sais pas, où tout le monde est au courant de ce qui est produit et comment, alors là, la mystification peut disparaître. Je ne peux plus croire que c'est juste un objet qui est doté en soi d'une valeur magnifique, mais je sais bien que c'est tant d'heures de travail, rémunéré pour tant, chez telle partie des travailleurs à un moment donné dans la semaine, dans l'année, dans le mois, voilà. C'est pour répondre Alors, à tant de besoins, de besoins pour fixés. répondre à tous nos besoins. Exactement. Ça n'est plus la valeur d'échange qui prime, ça redeviendra, on va dire, entre guillemets, l'utilité, le besoin humain, et non pas le profit. C'est pas d'ailleurs la valeur d'échange, c'est le profit. Dans l'économie capitaliste, c'est le profit qui dicte la production, qui préside à la production. Et dans une économie débarrassée de ça, j'espère, ce sera le besoin, effectivement. Ouais. Ce qui suppose de mettre en place de nouveaux modes de répartition des produits du travail. Est-ce qu'on peut faire ça avec la mondialisation? Parce que de ce que le mot nous explique, j'ai l'impression, et je pense, et parce que je suis influencée, parce qu'il y a une partie de l'histoire du Vietnam, c'est passé par là. Mais la seule manière pour qu'on puisse avoir ce monde dont très brièvement décrit Marx, c'est de fermer les portes et réimaginer son propre système. On va dire, tous les Français vont décider que demain, on va produire tout ce qu'on a besoin et seulement ce qu'on a besoin et que tous les produits s'échangent entre eux. Ce qui est arrivé au Vietnam juste après la guerre, pas parce que on avait envie d'échanger librement, mais c'est parce qu'on a tellement peu de production que il fallait qu'on partage équilibrement dans toute la société. Et du coup, à ce moment-là, on n'avait ni échange, ni monnaie. On avait une papier qui dit qu'on mérite combien de pain. Vous aviez des bons. Oui, c'est ça. Et donc, le souvenir de mes grands-parents et de mes parents, c'est qu'ils avaient faim. Parce que du coup, le bon n'était pas suffisamment pour échanger suffisamment de pain. Oui, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de production, quoi. Et à côté, ils se disent, mais pourquoi je produirais plus alors que je gagnerais tous pareil? Alors ça c'est là, tu es en train de poser la question de le socialisme en pratique. Donc il y a beaucoup C'est de un choses à peu dire. trop. Oui, ça va plus loin. Non, mais bon, ça fait partie aussi de ce pourquoi on lit le Capital, hein. Mais c'est un autre débat, c'est encore autre chose. L'autarcie, ça marche pas. Je pourrais te répondre ce qu'a fait la Chine. La Chine, ils ont compris qu'il fallait accumuler du capital, hein. Donc ils ont ouvert au capital. Et avec une main-d'œuvre beaucoup moins chère et d'ailleurs de mieux en mieux formée, ils ont réussi à rattraper leur retard et à devenir maintenant la première économie du monde. Mais la Chine a besoin de matières premières, hein, qu'ils n'ont pas. Donc ils vont en Afrique, ils vont en Amérique du Sud. Donc on ne peut pas produire sur le même territoire. C'est-à-dire qu'il y aura toujours de l'échange, hein. C'est pas... Ne serait-ce que parce que nous n'avons pas les matières premières, par exemple. On peut avoir les moyens de production, mais si on n'a pas les matières premières, c'est compliqué. Si on n'a pas une force de travail qui est formée, elle ne peut pas utiliser les moyens de production. Donc vous voyez, tout ça fonctionne ensemble, hein. Ça, c'est... Voilà. Donc, on ne peut qu'espérer cette société, mais les moyens par lesquels on va y arriver,
seront sans doute absolument impurs, hein. Il y aura sans doute besoin du capitalisme, ou en tout cas de la valeur d'échange capitaliste, et de l'accumulation capitaliste pendant un moment, hein. Ça, c'est pas pour permettre aux gens justement d'avoir du pain, Et, si c'est du pain. et ce que Marx nous disait plutôt dans le texte, hein, c'est que la mystification du fétichisme de la marchandise, toutes les horreurs dont on voit qu'elles découlent de la généralisation du rapport marchand, ne pourront être dissipées qu'au terme d'un long et douloureux développement. Voilà, Ce qui suppose voilà. développement des forces productives, ne serait-ce que, je sais pas, un exemple au hasard, hein, mais Et des rapports pour de production aussi capitalistes, hein. et des rapports de Ça production, et tout semble, hein. les deux vont dans la main. Ne serait-ce que pour avoir une société dans laquelle la production soit réglée démocratiquement, dans laquelle on puisse dissiper tout le fétichisme de la marchandise, en ayant par exemple des données précises sur la production, librement accessibles par tout un chacun à tout moment. Ça nécessite d'avoir des moyens d'enregistrer et de publier ces données. Ça nécessite quasiment Ça, on les l'informatique. a. Oui, voilà, on les a. Mais ça veut dire que ça nécessite l'informatique moderne. Il a quand même fallu un certain temps pour y arriver. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on utilise Oui, tout ça? oui, mais oui. Après, enfin, il y a la Banque de France, il y a la BCE. Bon, après, si on prend le pouvoir, enfin voilà, hein, c'est pas les données, on les aura. Donc là, ça devient politique. C'est ça que je veux dire, c'est que ce Oui, débat-là que tu ouvres, Anne, il devient politique en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres commentaires, remarques? Le Mort voulait nous parler de phénoménologie. Putain, Oui, non. c'est un gros mot. Si t'as un exposé à faire sur la phénoménologie, franchement, je te laisse les manettes. Je vais prendre un Doliprane Non, et non, non, amuse-toi. c'est très simple. Non, non, mais parce que tu parlais de dialectique au début. Bon, je pense que enfin, ça nous a plus perdu qu'autre chose. J'ai le sentiment là, voilà. Ok. Et je pense que ça aurait été plus simple, en ce qui concerne ce qu'on vient de lire, hein, évidemment, de plus nous parler de phénoménologie que de dialectique. Parce que, bon, dialectique, bon, bref, voilà, je vais pas entrer dans les détails. En gros, ce qui est important, ce qui est récurrent dans tout le Capital, enfin au moins dans ce que j'ai lu, c'est-à-dire la moitié, hein, le livre 1 et le livre 2, pour l'instant, j'ai pas fini le livre 3, c'est que Marx, il y a un mot qui revient souvent, alors j'ai pas fait l'étude statistique, d'accord? C'est le mot d'apparence. C'est comment les choses apparaissent à la conscience, et ça revient souvent. Voilà. Et en fait, ce passage-là, du fétichisme de la marchandise, il concerne le niveau de conscience que les êtres humains ont eu de leurs propres relations économiques. Il y a ça qui est en jeu dans ce texte-là. Et quand il dit il fallait ce long développement du rapport marchand pour qu'on puisse enfin le comprendre, il parle de lui, hein, et qu'il fallait tout ça. Tu comprends? Donc c'est juste, voilà, je voulais juste un petit peu rappeler que là, c'est un problème de niveau de conscience. Parce que croire que la marchandise est magique, c'est vraiment dans la tête, hein. C'est pas, on est d'accord que c'est pas dans l'objet. Mais c'est con, mais dit comme ça sépare bien les choses, quoi. Voilà, il le dit au début, hein, c'est pas la perception de l'objet, enfin voilà. Ça critique même le cognitivisme, hein. On voit bien que c'est pas la question du sens n'est pas liée à celle de la perception. Voilà. Je sais pas si je suis clair, si À je vous mon ai plus sens, qu'autre chose. si, moi, pour moi, c'était assez clair. Les autres, est-ce que ça vous va? Oui. Tina nous partage un article sur la technologie de la planification. Et c'est déjà utilisé dans les grosses entreprises. Et selon le lien, j'imagine c'est Walmart. Ouais, alors le lien en question, c'est un article sur Jacobin Ben, l'article qui parle d'un bouquin. Le bouquin s'appelle euh, The People's Republic of Walmart, la République populaire de Walmart. Où oui, il te montre qu'en fait, oui, il y a une planification au sein de l'économie capitaliste, mais que cette ça, donc, monopole. Voilà, mais que cette planification, elle se fait à l'échelle des producteurs entre guillemets isolés. Bon, même si Walmart c'est un empire, hein, mais ça montre en fait qu'il y a il y a une planification et le bouquin rentre pas mal dans les détails techniques de la planification. Et Quelqu'un C'est une m'éclaire, planification de la distribution. c'est quoi la planification dont on parle? Là, C'est la je te planification pose, de production? C'est la je te planification pose de temps de travail?
Je te pose une question, Thibaut, là, dans le truc de Walmart, là, c'est une planification de la distribution. Euh, oui, principalement. Alors, je l'avais pas lu en entier, hein, le truc. Mais oui, c'était Mais c'est notamment... pas la production, du coup. effectivement. Voilà, bon, Euh, ça répond à la question, en fait, ça. En partie, hein. en tout cas, Attends, du coup, la planification qui nous intéresse, c'est la planification de production. Non, le problème, c'est que la planification en régime capitaliste, c'est pour faire du profit, c'est pas, voilà, c'est pas une Mm. planification en régime socialiste ou tu vois. C'est là aussi, je veux dire, De Gaulle, il planifiait l'économie était planifiée sous De Gaulle, parce que les monopoles en fait ont besoin de planification. oui, t'as une planification de la production dans le capitalisme. Après, Ah oui, elle est soumise au rythme des crises, en fait. Et les capitalistes isolés, ils sont pas toujours très bons pour savoir quand les crises arrivent. Et puis, enfin, bon, le problème fondamental, c'est les crises elles-mêmes, hein. Mais c'est une planification qui est soumise au rythme et aux caprices du profit. Voilà. de la crise, ouais, bien sûr du profit. Ouais. Mm. Mais ça veut dire que justement, ce qui est bien, c'est que le capital, il fait le boulot. C'est-à-dire qu'il concentre et en fait, il dit pas, il avoue pas qu'il planifie, mais ça veut dire que ça fonctionne du coup, hein. Ça, c'est intéressant pour nous aussi. Oui. Dans certaines limites, hein, évidemment. On ne pourra pas tout planifier, c'est pas la peine. Bien, en tout cas, Ok. merci Tinatinus pour le lien. Et quoi d'autre? Est-ce que vous avez encore des trucs à dire? Tu peux résumer c'est quoi le fétichisme? Le fétichisme, c'est quand on a envie de lécher des pieds. Voilà. Je J'étais savais sûr, tellement que t'allais... j'étais Ouais, sûr. j'étais Moi sûr. aussi, on y On a a tous tous pensé. pensé quelque chose. Et le seul con et un connard qui pouvait dire ça, c'est qui? Bonsoir. Résumer le fétichisme de la marchandise. Le fétichisme de la marchandise, puisque les marchandises sont la forme sous laquelle nous apparaît le travail des autres, Oui, elles deviennent, dans cette apparence, les réceptacles, les formes concrètes du travail lui-même. Et donc, comme elles ne sont pas une activité, mais ne sont que le produit mort de cette activité vivante, eh bien, au final, ce qui nous semble, ce qui est réellement de l'ordre de l'activité vivante, ne parvient à notre perception que sous une forme morte. Voilà. Je ne sais pas si ça... Produit le mort. Voilà, exactement. Le mort. C'est ta faute. C'est exactement de ta faute, ça. espèce de marchandise fétichisée. Va. le travail, le mort. Est-ce que ça te Incroyable. va comme explication, Anne Inédite? Oui, ça me va. Merveilleux. Et bah, on peut clore la discussion ici, si ça vous va? Yes. J'ai des patates Ça à va. éplucher, moi. Très bien, Mais camarade. je pensais que tu as déjà mangé. Non, je dois éplucher les patates, hein. Je suis à jeun T'es pas en digestion, toi? pour écouter vos conneries. Bon, les loulous, vous parlerez de vos problèmes gastriques plus tard. Le socialisme ne nourrit pas. Merci Tinatinus pour tes encouragements, merci à tous pour votre participation et je vous dis à la semaine prochaine où nous parlerons du chapitre suivant sur les échanges. Voilà, voilà. Les échangistes, on passe des fétichistes aux échangistes. Ouais, c'est de plus en C'est plus... vraiment dégueulasse, hein. Ouais, c'est immonde cette histoire. Vraiment dégueulasse, moi. Je te signale la chaîne. Allez, bisous tout le monde. Ciao. Salut. Ciao, ciao.